Cette semaine à l'émission, depuis la pandémie, la crise du logement frappe très fort au pays. Au-delà de l'inflation, on explore aujourd'hui les causes profondes de ce problème. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié au logement et à la crise qu'on traverse ces temps-ci. Je ne sais pas si ça va se calmer à un moment donné, on dirait que non. C'est fou. Alors, au Canada, au Québec, à Québec, où où se trouvent nos studios, on a vu depuis 5-6 ans une explosion des prix du logement, que ce soit pour les propriétés, les maisons unifamiliales ou même pour la location de loyer. Il y a une explosion des coûts, une explosion aussi de la portion du revenu que les foyers, que les familles consacrent pour se loger. On voulait aujourd'hui explorer ça, mais aller un petit peu plus loin que juste des statistiques, des données, essayer de comprendre un peu les racines de ça. Bonjour à vous trois, je suis très heureux de vous avoir avec nous. Tiens, je vais vous présenter, ça serait sympathique. Ariane Blais-Lacombe, bonjour. Allô, Antoine. On te voit de plus en plus souvent. Oui. Ici, on n'est pas du monde, pour notre plus grand bonheur. Tu es formée en sciences politiques, chroniqueuse, désormais, c'est un titre qui te va bien, je trouve, chroniqueuse Merci. pour le Verbe Média. Je vais finir le tour, puis après, je vais vous demander, c'est quoi votre rapport au logement? Tu as quand même une histoire intéressante à nous raconter. J'en ai eu plusieurs. Quelques-unes. Bienvenue. Merci. Geneviève Riendo, bonjour. Bonjour. Première apparition Oui. sur notre plateau. Oui. Toi qui es habituée des plateaux, tu as Oui. animé pendant quand même combien d'années? 4 ans. 4 Pendant ans, 4 Lumière ans. du monde. J'avais Ouais. l'impression que tu avais été là 20 ans. Excuse-moi. Non. Tellement installé. Avant, on était à l'inverse. Ouais, c'est ça. J'étais là, puis t'étais... Comment tu trouves ça de te faire animer? Tu sais? Ben, c'est le fun. Surtout avec la formule échange là, Ouais. de cette émission. Ça, je trouve que c'est T'es à l'aise. parfait pour Excellent. moi. Alors, tu es étudiante en décoration d'intérieur et présentation visuelle. Donc, toute la question de l'harmonie, du beau, ça te touche. On va voir comment et pourquoi ça rejoint notre sujet de la crise du logement, bien au-delà, justement, comme je disais, de l'inflation, des coûts des matériaux. Il y a toute une philosophie, on pourrait dire, qui se cache derrière la crise qu'on traverse. Donc, tu es À d'accord? découvrir. Oui, à découvrir, à suivre dans les prochaines minutes. Merci d'être là. Avec plaisir. Élise Brunet, bonjour. Salut. C'est ta deuxième apparition à On n'est pas du monde. Oui. Le compte est bon, ouais. Oui, ça fait 2 ans, ça fait quand même longtemps, mais Tu étais venu nous parler de la ville parce que tu as une formation en aménagement du territoire. Oui. On dit ça comme ça? oui. OK. Ben, le Comme nom complet, c'est maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, mais OK. on peut garder ça, aménagement du territoire. Ça ressemble à... c'est un peu comme l'urbanisme. C'est de l'urbanisme, en fait, mais je peux pas dire que je suis urbaniste. Là. Je suis pas dans l'ordre officiellement. Alors que tu es une urbaniste officieuse, pas C'est ça. officielle. OK. C'est ça. On t'appellera pas urbaniste, donc, mais quand même, tu connais ça, tu as étudié dans ce domaine-là. Donc, la question du logement, c'est une affaire d'architecte, des fois, mais c'est une affaire justement d'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on met où sur le territoire? Comment tout ça peut être planifié? Des fois, on subit, des fois, on est en retard de 5-10 ans sur l'aménagement qu'on aurait dû faire. Donc, tes lumières vont être très éclairantes aujourd'hui, certainement. Espérons-le. Espérons-le. Tiens, j'ai envie de commencer avec toi. C'est quoi ta Oui. situation de logement? On y va tout de suite dans le croustillant. Là. Je veux tout savoir sur le toit que vous avez sur votre tête. T'habites où, là? Là, j'habite dans Saint-Sauveur. Je suis locataire. Décris-nous Saint-Sauveur là, pour les gens qui ne connaissent pas Québec. Saint-Sauveur, ouais, c'est un quartier de la basse-ville de Québec. Là, donc, ceux qui ne connaissent pas Québec, il y a la haute et la basse-ville. Donc, un ancien quartier ouvrier. Oui, c'est ouvrier à la base, mais là, ça se transforme. Là. C'est de plus en plus de jeunes familles qui viennent, puis le paysage change. Là. Ça se gentrifie aussi. Oui. Ouais. On pourra y revenir peut-être plus tard. Mhm. Puis, Parce que ni toi, ni ton mari, vous venez d'un milieu ouvrier. Vous venez de la classe moyenne, on peut dire. classe moyenne, on vient de la banlieue. Moi, je viens de Sainte-Foy, là, qui est comme une banlieue, on pourrait dire, de première couronne. Là. Ça veut dire, c'est pas la banlieue extrêmement loin, là, Ouais. la banlieue plus proche, parce que avant Sainte-Foy, c'était une ville, en fait. Puis avant, il y avait des champs dans les années 50. Oui, mais je n'étais pas là. Puis c'est ça. Donc, je suis locataire. Ça fait 4 ans, en fait, j'ai quitté le nid familial. Donc,
Ben, j'ai eu un premier appartement il y a 4 ans, quand je me suis mariée, qui était pas très loin de Saint-Sauveur, là, qui était comme, on peut dire Montcalm, là, mais c'est sur une voie de transit. Là. C'était dans la côte, entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Oui, c'était vraiment comme entre 4 quartiers où est-ce que les autobus passent. Et ouais, c'était notre premier appartement. On était aux études, donc on a pris ce qu'on pouvait. Là. Puis, Ce que vous pouviez vous payer, finalement, si Ouais. je lis entre les lignes, ouais. Ben, à première vue, ça avait l'air quand même un bel appart. Tu sais, c'est comme les planchers en bois franc, les plafonds de 9 pieds. Tu sais, ça avait 100 ans. Là, imaginez Montcalm, il y a 100 ans. Montcalm, qui est un quartier de la Haute-Ville de Québec. Ça coûtait combien? Il me coûtait 820 Par mois? Pour par combien mois. de chambres? C'était un 4,5. Donc, 2 chambres. c'était pas très cher. Mhm. Mais il venait avec des choses qu'on n'avait pas prévues. Comme un matin, on se réveille, il y a de l'eau qui coule dans le salon. Ah. C'était très mal isolé, donc on payait énormément d'hydro. La facture d'électricité et de chauffage était vraiment élevée. Donc, finalement, c'était 820. Est-ce que c'était vraiment un 820? Ça n'apparaissait pas sur le bail? Sur le... Non, c'est ça. Après ça, des fois, j'étais sur le divan, il y avait des petites cloportes qui se promenaient à côté de moi, des petites bébites d'humidité. Et à un moment donné, quand l'eau a coulé, ils ont ouvert les murs puis ils ont découvert que c'était tout moisi. Voilà. Donc, ça avait l'air beau à première vue, mais c'était vieux, c'était mal C'était beau entretenu. de loin, mais c'était loin d'être beau, comme on dit. C'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, c'était beau, c'est un style. Il y en a qui n'aiment pas ça quand c'est vieillot, là, mais ça avait du cachet, disons. Puis, c'est ça. Puis en plus, j'étais enceinte, fait que ça nous stressait un peu, les moisissures. Les propriétaires, il y avait je sais pas combien de portes. Là. Ils parlent souvent en termes de portes. Là. C'est vraiment un marché... c'est de l'argent. Là. Fait que nous, on était juste un numéro dans des centaines de portes. Puis on n'était pas très importants à leurs yeux. Là. On sentait ça. Donc, le problème de l'humidité ou de la moisissure dans les murs, ça les préoccupait pas autant que toi, qui vivais là-dedans? Oui, ben ils sont venus, ils ont fait des travaux. OK. Mais il y avait quelqu'un qui débarquait à tout bout de champ sans cogner, qui était là. Pendant plusieurs mois, tous les meubles qui étaient dans le salon étaient dans la deuxième chambre. Donc, on a comme vécu dans un genre de 2,5 pendant plusieurs Avez-vous mois. été dédommagé pour ça? On a souhaité qu'ils nous fassent un rabais. On a dû se battre, puis on a accepté de faire un petit rabais de 100 un mois. Et Puis nous, on espérait qu'ils nous dédommagent plus que ça, mais non. Il faut dire qu'au Québec, il y a le tribunal du logement, là, le TAL, qui permet aux gens, c'est l'ancienne régie du logement, qui permet aux gens d'avoir des recours, de se présenter contre leur propriétaire s'ils se sentent lésés, et inversement, là, pour les propriétaires qui se sentent lésés par leur locataire. Avez-vous eu affaire à ça? Ben, à un moment donné, vous n'aviez pas envie de vous lancer dans des procédures? avec le propriétaire, il nous a dit, ben, si vous n'êtes pas content, allez là. Allez à la régie. Mais tu sais, nous, on connaît pas tant ça, en fait, là, toutes les lois, tout ça. On est Pourtant, vous êtes étudiants. éduqués, là, tu sais, Oui, mais c'est ça. Puis on avait nos études, on était comme la tête un peu ailleurs en même temps. On voulait juste, à un moment donné, on s'est dit, OK, on va être chrétien, puis on va juste accepter l'injustice, puis se dire, c'était fâchant, mais on se dire, à un moment donné, on a vu le propriétaire, puis on s'est dit, on est plus riche que lui, dans le fond. Là. On voyait que, c'est ça. C'est pitoyable, cette situation. Oui, c'est ça. Lui, il y avait d'exploiter peut-être le monde. une grosse maison dans un quartier, il y avait beaucoup d'argent, mais on voyait son visage avait l'air triste, puis nous, on était comme, dans le fond, là, c'est pas grave. Là. C'est ça. Puis vous êtes resté là, non? On est resté là juste 1 an, parce que justement, ça nous inquiétait un peu, puis ça devenait fâchant de vivre là. Et là, on a trouvé un autre appartement à Saint-Sauveur. C'est là qu'on est en ce moment. 4,5 aussi, mais là, plus cher quand même. Mais normalement, on dit un loyer, ça va être à peu près 30 maximum de ton salaire. De ton revenu disponible. Oui, mettons, c'est ça. ouais. Avant impôt, là, on dit. Clairement, on dépassait. Là. Puis là, à chaque année, ça monte aussi. Là, chaque fois qu'on renouvelle le bail, c'est comme bon, une augmentation. Vous êtes à combien par mois? Là? C'est pas trop intrusif? Non. Non, ça doit pas l'être, en fait. Parce qu'il faut être transparent avec les prix pour, justement, pas qu'il y ait d'abus. Ça, puis ouais. En ce moment, notre 4,5 nous coûte 1283, pour être précis. Puis là, hier, là, ils sont venus pour l'augmentation. Puis c'était à 1300, je sais plus trop combien, là, 20 peut-être. Là. Pour l'an prochain. En juillet prochain. Mm-hmm. Puis c'est ça. Allez-vous rester là?
Ben là, on aimerait ça déménager en ce moment. C'est en grosse recherche parce que notre famille s'agrandit. Là, on a 2 enfants. On attend le 3e. Donc, 4 et demi, on commence à être un peu serré. Aussi, on est au 2e étage. Donc, pour ceux qui ont des jeunes familles, ils comprennent qu'il y a des escaliers, des poussettes, des vélos, Tu veux pas l'épicerie. C'est un peu complexe, là, ça se fait, là, mais on serait plus confortable dans un premier étage, un 5,5. Mais le marché, en ce moment, est fou. Là, puis les prix sont énormes. Ça part comme des petits pains chauds. Fait que là, les options qui se présentent à vous, c'est d'aller beaucoup plus loin, vous excentrer. Faut s'éloigner. Hein, s'éloigner, c'est ça, pour avoir quelque chose d'intéressant à un prix raisonnable ou de payer encore plus que ce que vous payez maintenant. Bien, c'est ça, on pourrait aller plus loin. On en a vu là, des beaux, pas trop chers, à Val-Bélair. Ça, c'est dans... Val-Bélair, c'est Couronne-Nord. Couronne-Nord, c'est comme c'est la banlieue. Là, mais nous, dans nos valeurs, c'est quand même important d'habiter proche de nos activités, là, donc du travail, de ce qu'on fait chaque semaine. Puis nous, nos activités sont principalement proches du centre-ville. Donc pour nous, c'est pas une option d'aller loin. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, mon mari, il voyage en vélo à l'année longue, puis c'est un hyperactif, là, donc prendre l'auto, pour lui, le matin, c'est pas pour aller travailler, c'est juste impossible. Là. C'est vital là, qui bouge un peu le matin. Qui brûle du gaz ouais, lui-même, pas du gaz comme... dans son jour. Donc, pour nous, c'est pas possible. Ouais. Mais des fois, on se dit, peut-être qu'un jour, on n'aura pas le choix, puis ça, c'est difficile de se dire ça. Là. Mm-hmm. Merci pour cette tranche de vie. Je passe la parole à Geneviève. Oui. Ta situation de logement, c'est quoi, toi? Est original. Ah ouais? Oui. Bien, en fait, Ça moi, m'intéresse. Oui, c'est ça. Bien, c'est grâce à ma situation de logement précédente. Je peux-tu aller vers là? Ah, tu vas où tu veux. Où je veux. On te suit. C'est ça. Avant d'habiter à Québec, ici, en ce moment, j'habite dans le quartier de Sillery. Je suis un peu gênée de dire Sillery parce que j'ai pas les moyens d'habiter dans Sillery. C'est un quartier cossu, quand même. Oui, c'est ça. Mais moi, j'habite dans le sous-quartier plus Bergéville, qu'on appelle, qui est la petite classe moyenne normale, j'allais dire. Donc, j'ai déjà eu un appart miteux dans Bergéville, bon, donc ça se peut. Ça se peut, c'est ça. Mais c'est pas trop miteux. Si miteux chez vous, voilà. Donc, on loue une maison, là. OK. C'est chanceux parce que c'est dans un parc, un petit domaine. Donc, on vit en campagne, en ville. On est vraiment bénis d'être là. Avant ça, on habitait à Scott, en Beauce. Et puis, mais toutes nos activités étaient ici à Québec. Donc, un peu comme... C'était un peu... voilà. Mais j'avais ma petite maison de rêve. Hein? Ça, c'est très excentré. Oui, c'est combien c'est de temps là, pour donner... C'est 25 minutes des ponts, mettons. OK, donc se rendre au pont... 20 minutes des ponts. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, un bon 3/4 d'heure avant d'arriver au travail. Là. Oui. C'est dépendant, oui, à peu près, là. Mais c'est ça, mais c'était ma petite maison de rêve, là, sur le bord de la rivière Chaudière et tout ça, jusqu'à ce que la Chaudière déborde avec les inondations de 2019. Donc, ça aussi, ça a été un problème avec les intempéries, avec les changements climatiques, avec l'eau qui monte. Ça a monté jusqu'à la maison? Oh oui, ça fait... mes voisins d'en face, qui n'étaient même pas sur le bord de la rivière, eux, ils ont été démolis bien avant nous, là, c'est ça, parce que nous, on avait la chance d'être un petit peu surélevé, on aurait pu rester 1 an de plus. Mais finalement, qu'on a vu que tout le village, tout notre quartier, il n'y avait plus de maisons, là, on allait rester quelques maisons là. Bon, on était éligibles parce que le gouvernement rachetait les maisons et les terrains pour les démolir, pas les terrains, mais les maisons, parce pour vider les bandes riveraines qui sont à risque que la rivière redéborde. Donc, je dis déborder parce qu'une chaudière qui déborde, je trouve ça imagé, là. Ça dit ce que ça dit. Ouais. Puis nous, on est chanceux parce que ça ne l'a pas touché, vu que la maison est un petit peu plus haute, ça ne l'a pas touché le rez-de-chaussée. Donc, tout ce qui a été sauvé, là, on n'a rien perdu. On a monté de la cave, ce qui était dans la cave est resté dans la cave, là, mais ça dérangeait moins. Mais c'est ça. Fait que on a été éligible, donc pour être... notre maison a été rachetée par le gouvernement, démolie. Avant de la démolir, on pouvait enlever tout ce qu'on voulait. Donc, on a réussi à vendre les pierres sur la maison, la tôle du toit, on a vendu les fenêtres, les portes, toutes. Puis, il y a des choses qu'on a gardées. On a tout défait le plancher de bois franc pour pouvoir le réinstaller dans notre maison suivante, la cuisine. Fait qu'on a fait de la récupération de maison. Wow. C'est vraiment le fun. Wow. Puis maintenant, on loue une maison.
pas cher. C'est une situation transitoire, selon vous, cette maison-là que vous louez? Ou Bien, on espère, dépendant des propriétaires. Là, l'entente, c'est que on paye pas cher, mais on rénove. OK. Donc, puis on a un contrat de 8 ans. OK. Donc, un long bail. Un long bail de 8 ans. Donc, c'est vraiment une situation originale, mais qui est parfaite pour nous parce que moi, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de nouveautés et tout ça. Donc, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Moi, j'ai été plutôt nomade. Mais là, quand tu as un enfant, ben, tu t'établis un peu plus. Parce que vous avez toi et ton époux, vous avez une fille de 6 ans. Oui, exactement. OK, donc c'est ça, s'installer un peu. Plus. J'ai été missionnaire l'école. avant, fait que c'est sûr que en étant missionnaire, ben tu bouges d'endroit en endroit, fait que des maisons, je n'ai eu de tous les styles. Donc c'est ça. Et puis je comptais ça matin, il y en a même 5 qui ont été détruites. Moi je donne les maisons, je porte malheur aux maisons. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je t'inviterai pas chez nous. Ouais, c'est ça. Non. Mais dans le sens que j'ai vécu dans toutes les sortes de maisons, des maisons autant miteuses que très belles. Ouais. Donc, et très solide. La maison à Scott était solide, était belle, mais c'est parce que c'était trop proche de la rivière. Okay. Mais voilà, donc c'est ma situation de maison. Donc là, c'est la première fois, à part quand j'étais petite, que je vis longtemps à la même place. Ça fait 5 ans que j'étais à la même place. Wow! C'est intéressant, c'est un bail long. Ça peut être peut-être une alternative ou une piste de solution. On y viendra dans le deuxième segment. Tu t'établis plus. Oui, c'est ça. Ça peut être intéressant. Ça prend un proprio qui est prêt à le faire, par contre. Là. Mais c'est intéressant. Merci, Geneviève. Ariane, j'avais promis tout le monde que tu avais une histoire rocambolesque. Raconte-nous ta situation de logement. Quand même, oui. Moi, je le sais. Oui, c'est quand même. C'est pas pire. Ça le devient de plus en plus parce que moi, je suis rendue à 5 enfants. Donc, en logement. En logement, oui. On est des éternels locataires. Je suis partie en appartement quand j'avais 20 ans. Puis, depuis, j'ai eu au moins 7 logements, dépendamment de ce que tu qualifies comme un logement en 13 ans. Fait que, généralement, pour nous, un logement, c'est quelque part entre 1 et 3 ans, selon plusieurs facteurs. On a habité... j'ai pas été missionnaire, mais on a quand même vécu à plusieurs endroits. On a vécu à 2 reprises aux États-Unis, dans la ville de Chicago, pendant que mon mari faisait son doctorat, puis dans la ville de Boston, pendant que mon mari faisait son post-doctorat. Mm-hmm. Entre-temps, on est revenu à Québec, donc on a fait des déménagements internationaux. Puis, c'est ça. On n'est pas des grands voyageurs, mais on est des grands déménageurs. On a vécu dans toutes sortes de logements, puis... Vous vivez dans vos boîtes? Ah? Vous vivez dans les boîtes? Oui. Dans les cartons, des fois, ça arrive qu'on ne défait pas toutes nos boîtes avant de devoir les refaire. C'est ça. Notre dernier séjour à l'étranger qui a été à Boston, c'était un peu particulier parce que au début, on pensait habiter là seulement 1 an, puis après faire 1 an en Angleterre. Puis, je venais d'accoucher quand on a appris ça, donc je me voyais pas vivre dans mes boîtes, puis surtout faire des déménagements, surtout un déménagement... international. Bien, pas juste international, mais interatlantique. C'est quand même une autre game de shipper des boîtes, puis là, tu sais pas quand est-ce que ça arrive et tout ça. Donc, l'appartement... Déjà, quand on a décidé d'aller à Boston, on était ouvert et peut-être avec une préférence pour un appartement meublé. Oui. Puis, de fait, c'est ça qu'on a trouvé. Combien ça vous coûtait par mois? À Boston, c'est extrêmement cher. C'est du calibre de New York et Los Angeles. Ça nous coûtait 2900 US pour un logement meublé. C'était un 3e étage, donc avec 4 enfants, dont un nouveau-né. C'était un bon exercice pour le Pyrénées. Oui. Mais aussi, comme tu dis, la poussette, la coquille. C'était moins de 1000 pieds carrés. Donc, pour 6 personnes, c'est pas immense. Puis, il y avait une seule salle de bain. Donc, on a toffé ça pendant 2 ans. C'est ça, pour un prix exorbitant, mais on n'avait pas vraiment d'autres options. Là, je veux dire, la crise du logement est quand même présente, comme tu disais, au Québec, au Canada, mais est aussi présente aux États-Unis. En Europe, même chose. Là, on remarque qu'il y a des phénomènes mondiaux là, de marchandisation, de financiarisation du logement qu'on observe partout, qui fait que c'est de plus en plus difficile pour beaucoup de gens de se loger. Donc, nous, c'est
c'est ça qu'on a trouvé, c'est ça qu'on a pris. Puis finalement, ça a été une très belle surprise parce que c'était pas un quartier qu'on cherchait particulièrement, le quartier de East Boston, qui est comme qui est de l'autre côté de la baie de Boston. Mais on a trouvé une école super pour les enfants. C'est un quartier qui était à côté de la plage et accessoirement de l'aéroport. Oui, les avions décollaient au-dessus de notre tête. Mais on s'abandonne un peu dans tout ça. Là. Nous, quand on déménage, on fait des neuvaines à Saint-Joseph. Puis la Providence ne nous laisse pas, ne nous a jamais abandonnés. Mais c'est sûr que ça vient avec toutes sortes de défis. Là. Comme là, on est revenu à Québec c'est quoi votre situation, hein? à l'été 2025. Donc, c'est toujours aussi un défi, rechercher un logement quand on n'est pas physiquement sur place. À Québec, c'est facile, on peut envoyer des amis visiter des logements pour nous, mais quand on déménageait à Boston, ben le gars nous a fait un appel Zoom, puis on a dit, bon, ben ça a l'air good enough, là, ça va être ça. Mais c'est ça, quand on est revenu à Québec, on a fait visiter plusieurs logements par des amis dès qu'on voyait quelque chose. Là, est-ce que à peu près 4 chambres, idéalement 2 salles de bain, un stationnement si possible. Nous aussi, on aime beaucoup vivre au centre-ville, là, donc on ne se voyait pas s'excentrer parce que là, prendre l'auto tous les jours, tout ça, c'est quand même... ça vient avec, c'est sûr, des avantages. C'est la possibilité généralement d'avoir une cour arrière, un grand terrain. Les opérations déneigement, c'est pas un casse-tête comme ça peut l'être au centre-ville, mais reste que c'est ça. On préférait vivre en ville, puis donc on a fait visiter plusieurs logements pour des amis, puis il y en a qui disaient, mais la plupart, soit on n'était pas assez rapide, dès que tu vois quelque chose... Pouf, ça disparaît. C'est ça, tu dis, est-ce que vous voulez qu'on remplisse le formulaire avant même de venir visiter, au cas où on veut, vous pouvez nous pré-approuver, ou c'est que ça va très vite. Wow. Là. Je me souviens, quand j'ai trouvé mon premier appartement, on visitait un endroit, on dit « Ah, ben écoutez, on en visite un autre dans 2 jours, on va vous revenir d'ici la semaine prochaine. » Tu avais comme le temps de réfléchir. Ouais. Tandis que maintenant, c'est comme... C'est l'urgence, là. Puis la liste, là, se remplit vite. Ben, notre appartement actuel, on l'a signé sur place. On était la, je pense, 5e ou 6e visite. Puis on était comme, si on le veut, c'est là. Genre, le proprio, il dit, j'en ai 6 autres qui s'en viennent. Oui, c'est ça. Puis là, on était comme, c'est le premier qu'on visite. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres, mais OK, go. C'est une petite prière, puis on y va. Puis là, tu vis dans un grand logement quand même. Là, on a trouvé une perle rare. Là. Nous, on est vraiment très, très, très au centre-ville, proche du Carré du Ville, du Parlement. Puis on a vraiment une belle qualité de vie. On peut faire tout à pied, le CPE, l'école sont pas loin. Donc, on adore ça. Mais comme il est dit, en termes de proportion de notre revenu, on est peut-être un petit peu dans le haut de ce qui est suggéré. Puis c'est traite parce que quand tu dois payer autant pour un logement, bien, c'est difficile d'économiser en vue d'une mise de fonds. Donc, finalement, tu te ramasses... J'écoutais puis je me demandais, est-ce que tu es locataire par choix ou par dépit? T'sais, nous, la question du nomadisme fait que... souvent, on n'a juste pas le choix d'être en logement. Ça en prend aussi des logements. Ça nous prend un parc locatif pour les gens dans différentes situations. Mais là, je te dirais qu'on a réussi à l'avoir. On a préféré aller vers le haut pour avoir une qualité de vie. Sinon, si on restait dans notre budget, bien, on tombait dans des logements vraiment mal adaptés pour nous ou carrément pas disponibles. Là, parce que nous, ça nous prend plus juste un 5,5. On est plus dans le 6, 7, 8 et demi. Puis là, quand il y aura beaucoup de pièces, ça se calcule mal en nombre et demi. Là. Ouais. Mais fait qu'on a décidé d'aller un peu plus élevé pour avoir une plus belle qualité de vie. Puis je pense qu'on le regrette pas. Mais c'est sûr qu'à long terme, bien, ça aussi, ça a des influences sur l'accès à la propriété et tout ça. Tu as soulevé plusieurs enjeux là, dans ton témoignage, puis on va prendre le temps de décortiquer ça dans le 2e segment. On prend une petite pause, puis on revient tout de suite après. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. Je suis très bien accompagné aujourd'hui, toujours bien accompagné, mais aujourd'hui par... Hey, c'est drôle, hein? Je me faisais la réflexion, c'est des enjeux de... je trouve ça le fun d'avoir 3 femmes autour de la table aujourd'hui. Je savais que tu allais dire ça. Quoi?
Arrêtez de remarquer, on a juste des femmes autour, c'est donc beau. Non, mais c'est Tu vrai que dis c'est jamais beau. ça quand il y a trois Juste gars 3 hommes. autour. Non. Mais ça arrive pas, peut-être. Parce que Oui, ça arrive des fois. ouais, ça arrive, ça va arriver. Puis la l'émission même la chose semaine est prochaine. arrivée au verbomoteur Mais il y a non. une Oui, couple de c'est vrai. OK, semaines. ben, je ne ferai plus la remarque d'abord. Mais je trouve que c'est des enjeux. Non, mais il y aurait moyen d'avoir une perspective féministe là-dessus, je pense. Là. Féministe, oui. Je pensais que tu allais dire féminine, parce que là, on parle de maison, de foyer, de décoration. Au contraire. Tu sais, je me disais, Non, c'est c'est éminemment encore politique. un enjeu juste de madame puis de Pas en magazine tout. de déco. Pas du tout. C'est pas Vas-y. du tout là Bon, que je voulais suis aller. contente que tu ailles pas Et là. je trouve ça intéressant d'avoir, justement, 3 femmes avec des parcours complètement différents au niveau de la formation qui nous permettent d'avoir un point de vue. Non, justement, OK, vas-y. parce que c'est Excuse-moi. éminemment Excuse. politique. Tu as soulevé des enjeux de financiarisation. On a parlé d'embourgeoisement des quartiers, de gentrification. Alors, c'est quoi la financiarisation, finalement? C'est que les biens immobiliers sont soumis à la pression spéculative. C'est-à-dire que ça devient des biens qui servent à s'enrichir. Mhm. Et là, ça crée une pression immense sur le marché parce qu'il y a des gens qui vont acheter des biens, non pas pour l'habiter, mais pour booster la valeur du bien, pour pouvoir tirer Faire un du profit gain. à court terme. Et c'est là que ça devient problématique et que ça empêche des familles ou des gens qui voudraient justement s'établir, habiter les lieux à long terme, d'accéder à ces biens-là. C'est correct? Je pense pas. C'est bon. C'est très correct. Mais financiarisation, c'est aussi un mot que j'ai appris pas plus tard qu'hier. Formidable. On en apprend plein de choses. Mais parce que... Puis j'avoue qu'au début, j'étais un peu perplexe parce que je me disais, ben il me semble que c'est normal que tu achètes un logement, tu veux le rentabiliser, tu veux... Tu veux pas perdre d'argent. Tu veux pas perdre d'argent. Tu sais, on dirait que j'avais de la misère à voir ça serait quoi une autre vision de la chose. Mhm. Tu sais, à part dans le temps où les gens avaient des fermes avec des baux de 100 ans, puis là, c'était clair que tu allais vivre le logement et le passer à tes enfants, puis que la propriété serait jamais vendue ou tout ça. Puis, mais parce que même aussi, à un niveau individuel, tu achètes une maison, t'espères la revendre plus cher que le prix que tu l'as acheté. Puis donc, je pense qu'en soi, il y a rien de mal à ce que la propriété ait une certaine valeur, puis qu'on veuille au moins rentrer dans notre argent quand on a une maison, surtout quand, aujourd'hui, beaucoup de notre planification financière, pour beaucoup de gens, leur maison, c'est leur fonds de retraite ou une partie C'est substantielle. ça qu'on entend par financiarisation, Ariane? Non, c'est pas ça qu'on OK. qu'on entend. C'est, comme tu disais, l'idée d'avoir un rendement le plus élevé possible. Donc, à quel coût? Au coût de louer des logements moisis et les revendre. Et à court terme. Parce que si on imagine, par exemple, un terrain à vendre ou un bloc, puis que c'est une compagnie privée qui le loue dans le but de rentrer le plus rapidement possible dans son argent, elle va crinquer les loyers, elle va essayer d'expulser les gens. Mais si c'est, par exemple, une entreprise coopérative qui achète le bloc... Ou un propriétaire habitant. Ou un propriétaire habitant. Tu sais, le propriétaire habitant, il Qui a vise des pas... logements au-dessus. Ou en dessous, Exactement. Tu sais, connaît le il va monde. pas se dire « Hey, là, il faut que je rembourse mon hypothèque en dedans de 5 ans. » Puis ça va plutôt être dans une vision de « Ah, ben je suis propriétaire occupant, j'ai un revenu qui m'aide à payer cette hypothèque, mais je vais quand même la prendre sur un certain nombre d'années. » Ou, tu sais, la coopérative, encore plus, ben on va les louer, puis on va finir par arriver à rembourser notre prêt, puis on va pouvoir... Mais parce qu'on n'est pas pressé, on peut louer à un prix qui est... Raisonnable. qui est équitable, qui est raisonnable, qui reflète non seulement la valeur du marché, la valeur du logement, mais aussi l'implication des gens, puis qui permet de louer à, justement, pas au plus cher la poche, mais vraiment un prix raisonnable. Mais c'est encore drôle parce que, ben là, on est là-dedans, on visite des appartements, puis on en a visité un dans le quartier Limoilou, que les personnes habitaient un duplex, là, en tout cas 2 étages. Là. Il habitait présentement en haut, puis il était en train de rénover, lui, d'en bas. Puis là, dans le but d'habiter en bas, puis nous, on aurait été en haut. Puis on voyait qu'il y avait hâte que du monde qui puisse louer là, pour avoir un revenu parce que leurs travaux leur coûtaient assez cher. Puis dans le logement, comme c'était, les fenêtres, ça coulait. On était comme, OK. Mais il était comme, ouais, ça va attendre. Là. On ne pourra pas les changer tout de suite. Fait qu'on voyait que... Puis le loyer était quand même assez cher pour, justement, un propriétaire occupant. Fait
Ça vient pas forcément Je pense avec pas que ça vient, c'est ça. une perspective intéressante. Ouais. Mais quand on est plus à échelle humaine qu'un gestionnaire qui connaît pas son monde, qui est un numéro, comme ceux que tu parlais tout à l'heure, quand tu es à échelle humaine, bien justement, il y a l'humain qui rentre là, en ligne de compte puis qui est plus réaliste, on va dire, pas justement dans l'appât du gain à tout prix, là. Mais en même temps, rentrer dans ses finances, ça, je veux dire, c'est normal. Là. Si tu veux pouvoir louer quelque chose à quelqu'un, il faut que tu puisses le payer, là. Mais... C'est ça, c'est que c'est pas moralement problématique en soi de générer un profit avec un logement. C'est ça, tout est une question de proportion et de temporalité aussi. C'est quand même important quand on parle de... Moi, je trouve ça intéressant, l'articulation entre le logement, c'est quelque chose de géographique, de localisé dans l'espace, mais l'axe du temps vient vraiment influencer notre rapport au lieu. Et comment on s'inscrit dans la durée dans un lieu va complètement changer. C'est pour ça que ton témoignage est intéressant. Un bail de 8 ans, c'est une autre relation là, avec le locataire, le locateur. Et, le voisinage. Le voisinage, intéressant, ça. Le voisinage aussi. C'est pas juste j'ai ma petite maison à moi, laissez-moi tranquille, je veux parler à personne. Ben oui, il y en a beaucoup que c'est ça, là. Ou soit, tu sais, j'ai juste un appartement, j'ai pas le temps de connaître personne autour de moi parce que les autres locataires des autres, parce que dans un an, je suis plus là, ou dans 2 ans, je suis plus là. Ils seront ça plus donne là, rien. de toute Eux seront plus là. Ou au contraire, j'ai ma grosse maison, laissez-moi tranquille, j'ai des grosses clôtures, je vis dans ma petite tour d'ivoire, puis je parle à personne. C'est l'humain. C'est l'humain qui fait la On a parlé des différence. coopératives il y a quelques instants. Décrivons un peu de quoi il s'agit. Là. Il y a plusieurs types de coopératives, des coopératives de propriétaires, des coopératives de locataires. À quoi ça ressemble, là, une coopérative d'habitation, Ariane? Tiens. Oui, ouais, OK. Ben, une coopérative... Au hasard. Je pourrais compléter, si là. C'est bon. Bien, une coopérative d'habitation, c'est un modèle qui est vraiment super intéressant où la coopérative, qui est une forme juridique, là, une entreprise possède, mettons, son bloc, typiquement, ça va être ça, et les locataires font partie de la coopérative, sont des membres, donc possèdent, là, administrent, mais ils sont à la fois locataires. Donc, ils louent, ils payent non pas à un propriétaire externe, mais ils s'entrelouent leur logement, ce qui permet de garder des frais bas. Puis, dans le modèle coopératif, que ce soit une coopérative de travailleurs, il y a des coopératives de tout genre. Nous, notre CPE, c'est une coopérative. C'est vraiment basé sur l'implication des gens. Donc, par exemple, dans une coopérative d'habitation, bien, quelqu'un qui est manuel, il va pouvoir faire des petits travaux. Plutôt qu'engager une compagnie extérieure pour l'entretien des aires communes, ça va être les locataires qui peuvent s'alterner. Il va y avoir, des fois, il y a des coopératives avec une cuisine commune, avec des locaux pour faire des rencontres, des réunions. Il peut y avoir de l'échange de gardiennage d'enfants. Donc, le principe de la coopérative, c'est vraiment de dire tout le monde va venir, puis on va mettre l'épaule à la roue, puis ça va nous permettre de réduire en général tous les coûts et donc d'offrir du logement abordable aux personnes. Et les niveaux d'engagement varient énormément d'une coopérative à l'autre. Il y a des endroits où on va demander aux membres de la coopérative, justement, quand même un certain nombre d'heures d'engagement dans l'année, de menus travaux, donc, il y a un ramasser les feuilles. processus de sélection aussi. Oui. Donc, on peut questionner, est-ce que c'est tout à fait égalitaire? Est-ce que ça correspond à tout le monde? Tu sais, quand on parle de la crise du logement, c'est aussi beaucoup lié à l'itinérance, à toutes sortes de problèmes sociaux. Il y a des gens qui ne sont pas aptes à aller dans une coopérative puis qui n'ont pas nécessairement de temps pour aider ou les compétences que la coopérative recherche. C'est ça, ils vont peut-être être filtrés. Dans certaines coopératives, il y a aussi une certaine partie réservée à du logement social ou sous forme de subvention des personnes qui n'ont même pas accès à ce loyer-là qui est réduit et donc qui est financé pour aussi permettre l'accès aux coopératives à des gens avec des revenus encore plus faibles. Et en partenariat, des fois, avec les services sociaux pour qu'il y ait un accompagnement de ces gens-là à l'intérieur. Mais les coopératives se distinguent quand même aussi des logements sociaux, disons, financés, construits et administrés par l'État, où là, c'est vraiment... le loyer va être basé sur une proportion du revenu de la personne, mais reste que... puis
on a peut-être un peu plus l'anonymité dont tu parles dans les logements sociaux. Aussi, on a peut-être moins la possibilité de rester sur le long terme, en ce sens où, quand les revenus de la personne s'améliorent, bien, elle se fait montrer la porte. En un sens, c'est correct d'avoir du logement qui est destiné aux gens les plus pauvres, les plus dans le besoin. Puis si une personne ne répond plus aux critères, c'est normal qu'on l'invite à se relocaliser. Mais en même temps, comme tu dis, si la personne a fait des liens, si on veut que les gens s'imprègnent dans le logement, s'habituent, la stabilité aussi, ça peut être bénéfique pour la santé mentale, là, de ne pas être constamment en mouvement. Donc, il y a quand même différents besoins en tension. Puis ça nous montre que la question du logement social, la crise du logement, tout ça, c'est pas nécessairement des questions simples, là. En fait, c'est des questions qui sont très complexes avec beaucoup de facteurs. Élise, tu allais rajouter quelque chose? Bien, c'est très beau en théorie, les coops, mais malheureusement, c'est difficile d'y accéder. Là. Ouais. Il n'y en a pas assez. Non. Puis c'est que c'est du travail de longue haleine, là. C'est pas une solution pour demain matin, là. Ouais. Ben, Puis en même temps, mettons que tu es une jeune famille qui voudrait s'acheter une maison ou tu es une jeune famille qui a de la drive, qu'est-ce que c'est mon intérêt à, mettons, me dire « Hey, je vais partir une coopérative versus je vais m'acheter une maison que je vais pouvoir revendre dans 30 ans puis rempocher l'argent. » Ça va me... En un sens, c'est vrai que la coopérative locative, ça répond à un certain besoin, ça a plein d'avantages, mais ça reste qu'au bout de la ligne, tu n'es pas propriétaire de rien. Mais Donc, il y a certaines personnes à qui ça ne répond pas à leurs besoins au final. C'est que les listes d'attente sont comme infinies. Nous, on a appliqué là, une quinzaine, juste des refus. Ah ouais. Puis aussi, des fois, c'est un... Je suis sûr que vous cochez à peu près toutes les cases. On avait une bête lettre de présentation. On avait l'air super un beau gentil. CV. On est social. Vous êtes panique, vous êtes agréable, on de essaie votre personne. On essaie de se vendre, mais... Puis en fait, des fois, c'est un peu... C'est un conseil d'administration. C'est pas toujours très bien géré. Là. Il y en a qui ont des adresses courriels. Il y en a qu'il faut que tu imprimes ta lettre et la porter. D'autres que c'est comme... C'est ça, c'est... Des fois, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, dans notre coopérative, j'habitais là, il y en avait plein de logements vacants, mais c'était mal géré, fait que le monde ne savait pas. » Ben, ça, c'était il y a plusieurs années. C'est peut-être plus vrai, mais c'est ça, c'est... J'aimerais ça, moi, on aimerait ça, le modèle de coopérative, mais c'est comment on fait pour y accéder? Les gens, des fois, c'est un levier pour avoir une maison. Tout à fait. Nous, ça a été le cas pour nous. Dans notre famille, on a passé... Ça suffit d'une année en coopérative d'habitation. C'était tellement bas le loyer qu'on a pu économiser en un an une mise de fonds pour une première maison. C'est sûr, c'était avant l'explosion des coûts des maisons, là, au début des années 2010, mais quand même, c'est vraiment utile, justement, comme un tremplin pour l'accès à la propriété. Mais maintenant... Puis tout ce qu'on nous demandait, c'était de passer le balai sur l'étage, dans le corridor, une fois par mois, je pense. C'était pas la fin du monde. Maintenant, les gens, ils quittent plus parce que... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est difficile d'accéder à la propriété. Donc, on reste là très longtemps. Ben, ça devient un lieu de vie aussi, parce qu'il y a des coopératives où tu es propriétaire aussi. Puis le but, justement, c'est une communauté. C'est une communauté de vie, c'est un quartier, si on veut, avec la coopérative. Là. C'est pas appelé à être seulement un lieu de passage non plus. Là. Parce que tu es appelé à t'investir, puis à mettre du tien, puis une cuisine communautaire, un repas en commun à chaque semaine. Puis c'est sûr, il y a une sélection parce que c'est sur des valeurs communes. C'est pas... faut correspondre... Ça me fait penser, ce que tu dis, Geneviève, en préparant l'émission, j'avais comme l'idée que peut-être qu'en amont de la crise du logement, il y a une crise de notre rapport à ce que c'est qu'un foyer. Une crise de l'habitation. J'aime pas tant le mot logement, c'est celui qui est utilisé généralement, mais on dirait que le logement, ça réfère seulement... Tu parlais de la pyramide de Maslow avant d'entrer en ondes, ça réfère seulement aux besoins de base, là, d'avoir un toit puis des murs autour de soi pour se protéger des intempéries. Je pense que c'est assez réducteur. Notre expérience, j'espère que c'est la vôtre aussi, d'un logement ou d'une habitation, d'un habitat, c'est bien au-delà de se protéger de la tempête de neige, là. C'est un endroit où on est bien, où on a envie d'accueillir les autres, où on a envie de vivre. Est-ce que notre rapport, puis là, c'est comme une grande question que je lance pour terminer ce deuxième segment, est-ce que notre rapport au lieu qu'on habite ne viendrait pas influencer aussi ou alimenter cette crise du logement-là? Et je m'explique, c'est qu'on a un rapport tellement éphémère au lieu qu'on habite. Puis là, je fais référence à vos histoires de vie où, tu sais, quand on se déplace continuellement, les gens sont de plus en plus mouvants, mobiles.
c'est difficile de s'installer. Est-ce que c'est possible d'en faire un lieu, un chez-soi, et je mets des guillemets, d'en faire un foyer, un lieu où le feu brûle, hein, où on peut se réunir? Est-ce que ce rapport-là au lieu qui s'inscrit dans la durée ne viendrait pas, justement, c'est un peu utopique, mais atténuer la crise du logement? Parce que la grande mobilité des gens, spécialement en milieu urbain, la grande précarité aussi, dans notre rapport au lieu, vient accentuer cette inflation-là, non? Vous voyez où je veux en venir? Je te vois suspicieuse. Bien, je suis un petit peu suspicieuse, oui. Parce que je me demande aussi si le fait que, justement, les gens restent trop longtemps dans des lieux accentue pas d'une autre manière la crise du logement. Je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, il me semble qu'on se disait... Ah, nous, quand on va avoir des jeunes familles puis qu'on va vouloir acheter une maison, ça va être facile parce que tous les boomers vont vendre leur maison en banlieue, s'acheter un condo, puis... On l'attend encore, ça. Oui, on n'est pas encore arrivé. Puis la courbe démocratique, démographique, oui, va faire qu'il va y avoir plein de maisons en banlieue à vendre. On se disait ça. On se disait ça. Je m'en souviens. Oui. On ne dit plus, hein? On a abandonné cette idée-là. Fait que là, est-ce que... Puis en même temps, tu sais, on veut pas non plus dire « Oh, bon, tes enfants ont quitté la maison, il est temps de chop-chop, bye-bye », tu sais, de quelqu'un... Justement, au moment où ce couple-là, prenons un couple de jeunes soixantaine, qui a enfin fini de payer sa maison, ouais. là, peut profiter un peu de... Et que ça fait 20 ans qu'il vit dedans. C'est effectivement, c'est pas... la question du logement, c'est pas justement des cases à optimiser, là, donc mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu tordu de dire, ah ben ici, dans cette belle banlieue de Charlesbourg, par exemple, il y a plein de retraités qui sont seuls dans une maison avec 2 salles de bain, 3 chambres au sous-sol. Puis, il y a un paquet de petites familles au centre-ville qui sont dans un 4,5 avec bientôt 3 enfants. Il y a quelque chose d'un peu tordu. Puis, en même temps, eux, ils se disent, bien là, moi, si je vends ma maison, il faut que je sois capable de me reloger. On fait une suroffre de 100 000 de plus. Bien, pourquoi je ne la prendrais pas? Puis, en même temps, les petites familles se disent, bien, moi, je ne suis pas capable de la faire. Donc, il n'y a pas juste une question de durée de l'habitation. Après, c'est qui réussit à la racheter, cette maison-là? Ou, tu sais, est-ce qu'un bloc de propriétaires occupants, plutôt que se faire racheter par un propriétaire occupant, va se faire racheter par une énième compagnie, méga-corporation qui va tout chambouler? Fait que je trouve ça intéressant, ta perspective, mais je me dis que ça peut aller dans les deux sens. C'est très intéressant. Ça me donnait l'impression que tu voulais être dans les années 80 un peu. Tu sais, chacun a sa maison, son petit terrain, son bungalow, tout le monde... Non? Je sais pas. Ben oui, c'est vrai. Non, mais c'est... Le rêve des années 80 où tu as payé ta maison en quelques années, c'est puis... terminé, ça. On voyait des chiffres là, avant le début de l'enregistrement. Le salaire moyen dans les années 80, début 80, c'était environ 29 000 $, donc arrondissant à 30 000 et le prix moyen de la maison unifamiliale, 53 000 $. Donc, on est dans un ratio de un petit peu moins qu'1 pour 2. Aujourd'hui, salaire moyen de 60 000 $, la maison moyenne va coûter 360 000 $, donc un ratio de 1 pour 6. Puis 360 000 $, c'est une maison... C'est pas une... C'est en de base. 2021. C'est très de base. En 2021, tu as raison, ces données-là datent de 2021. Aujourd'hui, dans la région de Québec, on est plus autour de 450 000, 460 000 comme prix moyen pour une unifamiliale. Quelque chose, je trouve, qui illustre vraiment ça, c'est l'émission Les Simpsons. Mais tu sais, je pense que beaucoup de gens sont capables de... On visualise là, la maison, là, puis Homer... Un salaire. Il travaillait dans une usine. Il avait 3 enfants. Il avait une belle maison de banlieue à 2 étages avec son garage, son auto. Il me semble que si on refaisait la même émission de télé aujourd'hui... Il y a plein de gens qui diraient, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait avec une maison, un ouvrier du Comment il réussit à faire ça? Ça se peut pas. Y a-t-il un compte au Bahamas ou quelque chose? Alors qu'à l'époque, ben, ça semblait normal pour tout le monde. Il n'y avait pas d'incohérence. Bon, essayons de pas trop être nostalgique, mais on rit, mais c'est pas drôle. Là. Tout ça, c'est quand même des situations un peu... décourageantes, presque sans issue. On va essayer de porter un regard d'espérance là-dessus. On prend une petite pause, puis on revient tout de suite après. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires.
Des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour à On n'est pas du monde, on parle aujourd'hui de la crise du logement. On essaie de porter un regard un peu différent sur ces enjeux-là parce que c'est complexe. C'est pas, comme disait Ariane, juste des cases qu'on peut déplacer, ni même des personnes qu'on peut relocaliser, délocaliser comme si c'était un jeu vidéo. La réalité, c'est tout autre. Avant de se laisser, je voudrais qu'on pose un regard un peu plus profond, un peu plus spirituel même, sur quelque chose de très matériel comme le logement, la maison. J'ai fouillé un peu en préparant l'émission, voir qu'est-ce qu'on retrouvait dans l'enseignement de l'Église, dans ce que les papes ont écrit par rapport au logement. Puis on retrouve à plusieurs reprises, par exemple, la doctrine sociale de l'Église, une référence claire, noir sur blanc, au fait que le logement, l'accès au logement, d'abord, puis éventuellement à la propriété, si on pourra en reparler après, mais l'accès à un toit, c'est un droit fondamental, comme l'alimentation, comme l'eau potable. Puis ça, est-ce qu'on peut dire que dans notre situation actuelle, dans notre société actuelle, c'est un droit qui est rencontré, qui est atteint par l'ensemble des citoyens? C'est pas si évident. Alors qu'on vit dans un pays riche, là, je ne veux même pas imaginer qu'est-ce qui se passe dans d'autres situations. Oui, non, on dit même que dans la doctrine sociale de l'Église, que c'est un pilier de la dignité humaine, d'avoir un logement. C'est pas un luxe d'avoir un logement digne, là. C'est pas accessoire. C'est pas accessoire, c'est pas... non, juste d'avoir un espace où vivre, habiter, c'est un pilier de la dignité humaine. Et tu parles d'un logement digne. On parle pas justement d'un endroit avec des coquerelles puis des murs pleins de moisissures. Non, c'est ça. Un endroit digne. Sain. Tout le monde a une responsabilité. Là-dedans, l'ensemble de la collectivité a une responsabilité. Les propriétaires, les voisins, les familles, tout le monde a quelque chose à faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait là, par rapport à ça? C'est quoi notre rôle comme chrétien dans cette situation-là? Quelle espérance on peut avoir? Quelle charité aussi on peut avoir des fois? Tu parlais des familles qui ont une grande maison, puis est-ce qu'on devrait tordre le bras de ces gens-là pour qu'ils vendent? Là? Ou peut-être axer plus sur du bigénérationnel qu'on le fait déjà? Bien, moi, j'ai une petite anecdote. Vas-y. Ça me touche pas moi personnellement, mais quelqu'un que je connais qui a vécu avec une famille. Elle est célibataire, jeune travailleuse, début trentaine. Et puis, elle s'est fait demander par sa paroisse pour être engagée par la paroisse pour s'occuper tout du volet jeunesse, parce que c'est une paroisse où il y a beaucoup de jeunes et tout ça. Et puis, ça existe. Ouais. Et puis, c'est ça. Mais elle disait, ouais, mais je peux pas laisser ma job, parce que le salaire de paroisse, c'est beau, mais c'est minimum, on va dire, mettons. Fait qu'elle dit, je peux pas laisser ma job pour aller être engagée, avoir seulement le salaire de la paroisse. Je pourrais pas payer mon appartement, tu sais, la base, là, tu sais. Puis, fait que, en tout cas, de contact en contact, elle est allée vivre dans une famille aussi jeune trentaine, qui avait 2 enfants. La mère disait, tu sais, la phrase très connue, un enfant, ça s'élève pas tout seul, ça prend un village pour élever un enfant. Puis elle disait, tu vas être notre village. À cette jeune femme-là, tu vas être notre village. Donc, elle, pour lui permettre de vivre sa mission, d'être engagée par la paroisse, mais avec un salaire plus bas, elle vivait dans une famille dans laquelle elle s'impliquait, dans laquelle... En tout cas, j'ai trouvé que c'était une belle... Quand j'ai entendu ce témoignage-là, surtout quand on est dans un lieu où il y a beaucoup de jeunes, mais qui veulent aussi goûter le communautaire, quelqu'un qui a une mission dans le communautaire, là, il sera pas riche, là, d'avoir... Puis qu'il n'a pas encore sa famille, ses enfants, de lui donner une chance de libérer un logement, une habitation pour une famille qui en a besoin, puis que lui puisse vivre avec une famille, être sur le plancher des vaches. C'est drôle parce que tu me disais, tantôt, on dirait que tu idéalises comme les années 80, oui, c'est vrai, mais j'idéalise peut-être encore plus les années 30 et 40, là, quoique il y avait d'autres problèmes, là, on s'entend. Mais c'était pas... On n'avait pas la vision de la famille nucléaire. Ouais. Ça, c'est une invention qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ma maison, mon terrain, ma famille, mon skidoo, ma vie à moi. Avec 3 enfants, c'est ça. Mais là, exact. Mais si on recule un peu plus, au Québec, il y avait toujours une vieille tante qui habitait, des fois les vieux parents aussi. Et la maison unifamiliale n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Évidemment que ça devait venir des fois avec des problèmes, la belle-mère qui se mêle d'éducation des enfants, etc. Mais au moins, peut-être qu'il n'y avait pas cette dimension-là presque individualiste ou très refermée sur soi-même qu'on retrouve avec la famille nucléaire aujourd'hui.
Tu parles de quelqu'un qui avait une mission, qui était engagé comme dans une paroisse. Il y a quand même un paradoxe dans le christianisme, vous ne trouvez pas, entre la nécessité ou l'appel à l'enracinement, à justement s'inscrire dans le monde dans lequel on vit avec les voisins pour pouvoir faire partie d'une certaine communauté dans le temps. J'y reviens encore, hein, s'inscrire dans la durée. Mais aussi, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer la tête, c'est-à-dire un appel aussi à la mission, à une forme d'itinérance, à être pèlerin sur la terre, un peu comme ce que vous vivez depuis des années comme famille, c'est-à-dire aller là où on est appelé. Puis, c'est comme un étrange paradoxe, non? C'est peut-être ça, finalement, votre appel. Vous allez peut-être finir missionnaire, vous, si vous pouvez pas mettre la tête. Ça me fait penser... le logement qu'on a en ce moment, ben c'est ça. On a prié pour l'avoir, pour avoir le discernement, est-ce que c'est le bon? Puis, à un moment donné, on a amené un de nos voisins à l'église, puis on est comme, peut-être qu'on est là juste pour cette fois-là, puis c'était notre mission à ce moment-là. Puis on essaie d'avoir une vision un peu... Et en tout cas, il y a une parole qu'on a entendue il n'y a pas longtemps qui disait « Priez comme si vous l'aviez déjà reçu ». Là, c'est pas les mots exacts, mais c'est un peu... C'est quelque chose qui nous donne la paix souvent dans avec notre recherche. Confiance, ouais. De dire qu'il y a une demeure quelque part qui... Notre prochain logement, il est déjà choisi par Dieu, mais on ne sait juste pas c'est lequel encore. Puis une confiance qui pourvoit dans tout, dans notre vie, mais en particulier dans notre loyer. Puis c'est ça, comme à l'image de la Vierge Marie qui est en pénurie de logement, elle voulait accoucher. Puis que la crèche, finalement, c'était une mission, puis ça avait un sens qui la dépassait. Mais des fois, je me dis, où est-ce qu'on va habiter? Ça va peut-être nous dépasser, là, la raison pourquoi on habite là. Puis voilà. Dans une étable à côté d'une auberge, peut-être tu vas accoucher de ton 3e enfant. J'espère pas. Mais aujourd'hui, là, chercher un appartement, chercher une maison dans la situation actuelle, c'est presque un acte de foi. Tu ne vois pas en avant de toi, tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais vécu dans la foi, en tout cas, ça donne une autre dimension. Puis moi, je pense à Saint-Joseph. Nous, quand on cherchait notre maison, entre autres celle de Scott, on écrit une lettre à Saint-Joseph. On écrit des détails, tout ce qu'on voulait dans la nappe. Puis on fait un pèlerinage. On est allé la porter à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Puis, dans vos critères, est-ce qu'il y avait être à côté d'une rivière qui déborde de temps en temps? Oui, c'est ça. Il n'y avait pas qui déborde de temps en temps, là. Mais c'est ça. Puis après ça, même chose, quand on s'est dit, bon, ben là, il faut qu'on trouve... Non, Saint-Joseph, là, t'es précis, là. Mais c'est pas magique. C'est pas magique, là. Mais c'est ça, c'est une démarche de foi. Moi, je trouve, aujourd'hui, là, chercher une maison, là, tu sais pas où ce que tu t'en vas. Tu sais, des fois, dans la foi, tu t'avances dans le noir. Tu as la lumière qu'il faut pour faire le pas suivant. Mais dans la recherche de maison aussi, ou d'appartement, là, en ce moment, c'est ça. Ariane? Oui, bien, je repense à ce que tu dis, là, l'espèce de tension qu'il y a, là, parce que aussi, par rapport à la financiarisation, là, en fait, comme on disait, mais c'est que on vit dans ce système-là, puis c'est tellement imprégné en nous, tu sais, dans ta nostalgie des années 80, mais on dirait que moi, ma manière d'aborder la question, c'était aussi de prendre garde contre la propriété privée comme source d'enrichissement. Mais c'est quand tu vois une maison comme principalement un actif, un atout financier. Un moyen de faire la pièce. Un moyen de faire la pièce, bien, en tant que chrétien aussi, il faut être prudent par rapport à ça, puis pas se laisser prendre par ça. Puis aussi, c'est tellement présent dans le discours du monde. Tu sais, quelqu'un qui dirait « Ah non, moi, je veux pas acheter de maison, je veux rester locataire. » Mais là, tu vas t'appauvrir, tu lances ton argent par les fenêtres alors que ben non, je paye pour habiter un endroit. C'est une assez bonne dépense, mais ça reste une dépense plutôt qu'un investissement. Donc, c'est tellement ancré dans notre manière de penser que c'est clair que voir le logement comme avant tout un lieu où on habite, un lieu où on habite dans la durée, un lieu adapté à nos activités, à l'accueil, et non pas avoir la plus grosse maison pour avoir l'air cool avec notre piscine ou, tu sais, voir la maison pour la valeur qu'elle va avoir quand on va la revendre. Ça demande vraiment d'adopter une vision différente là, de ce qui nous est proposé. Que ce soit un lieu où il y a de la vie, un lieu de vie, un lieu de chaleur. Tu sais, puis pour parler de décoration, tu sais, ce qu'on cherche, c'est l'harmonie, tu sais, dans des textures, des matières, des couleurs et tout ça. Mais
l'harmonie de la famille, l'harmonie de ceux qui vivent dedans, c'est ça qui va te donner envie de t'enraciner là. Tout à fait. L'harmonie à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur de la maison aussi, parce que justement, la propriété privée, c'est toujours en vue du bien commun, en vue de c'est un moyen pour l'atteinte du bien commun et non une fin en soi. Élise Brunet, Geneviève Riendeau, Ariane Blais-Lacombe, c'était une super belle discussion. Merci beaucoup de vous être déplacés en studio pour avoir cette jasette avec nous sur le logement et bien d'autres choses. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.